Bonjour les amis, dans le cours précédent, nous avions abordé les principes et normes au niveau international et donc les élections, notamment l'architecture électorale et les cadres juridiques. Et dans ce module 2 qui nous regroupe aujourd'hui, c'est intitulé sur les acteurs impliqués dans le processus électoral. Comme d'habitude, on va d'abord partager avec vous les objectifs, notamment de la formation. Le premier objectif de la formation, c'est de bien comprendre un petit peu les contraintes liées à l'organisation des élections. Dans le module précédent, vous vous rappelez, on a dit pourquoi les élections. Mais donc, pour avancer, savoir aussi quelles sont les contraintes. Bien comprendre les différentes étapes du cycle électoral. Donc ça, c'est important. Le deuxième, c'est bien identifier les parties prenantes au processus électoral. Et enfin, comprendre les types d'organes de gestion des élections. Sur les contraintes, selon vous, quelles sont les contraintes liées à l'organisation des élections? Quand on regarde au niveau des élections, donc ça mobilise des ressources, ça mobilise de la logistique, et il y a pas mal de contraintes. En résumé, vous avez ici comme contrainte, par exemple, ici, le cadre légal est inadéquat. Le fondement pour une bonne élection, c'est le cadre légal. Si le cadre légal est inadéquat, si le cadre légal est mal libellé, ça veut dire que c'est une source de conflit, c'est une source d'élections qui peuvent être un petit peu violentes. L'autre aspect, c'est une administration partisane au processus électoral. Si on n'a pas une administration indépendante ou neutre, donc ça peut biaiser le processus. Donc une des contraintes, c'est que si vous avez une administration partisane au processus électoral. L'autre contrainte, c'est bien entendu, vous avez une administration qui n'est pas professionnelle, un manque de professionnalisation de l'administration, donc ça peut biaiser le processus électoral. Donc, le troisième aspect, c'est un financement inadéquat ou retardé des élections. Ça veut dire que généralement, si vous avez une élection qui va se faire dans une année par exemple, et qu'à 2 mois des élections, on parle de financement des élections, ça peut être une grosse contrainte, grande contrainte pour les élections. Donc, ici aussi les partis politiques. Donc, au niveau des partis politiques, il y a plein de participation des partis politiques. Si par exemple, il y a une participation inégale au niveau des partis politiques, ça pose problème. Et l'accès inéquitable aux médias. Si vous, au niveau des médias, vous n'avez pas accès, si surtout au niveau des partis politiques n'ont pas accès aux médias, donc ça, c'est des choses qui peuvent être des contraintes par rapport au processus électoral. La qualité d'une élection se jauge avant tout de la perception qu'a le public. Et quand vous parlez de perception, vous revenez sur la notion de légitimité. Quand on parle de légitimité, c'est l'acceptation du plus grand nombre. Ça veut dire que si la perception du public est mauvaise, ça veut dire que ça renvoie à des élections mauvaises parfois aussi. Parce que la qualité se juge avant tout par la perception pendant le public. Parce que le public, après tout, c'est le décideur. Donc, on cherche 2 points dans une élection, ça veut dire l'efficacité. Donc, l'efficacité renvoie à la façon dont vous gérez les élections. Ça veut dire que l'organe de gestion des élections, comment elle gère les élections. Et bien entendu, il y a la crédibilité et la confiance. Ça veut dire que vous soyez perçu comme gérant bien les élections. Ça veut dire que est-ce que l'organe de gestion des élections est digne de confiance et crédible. C'est ce qu'on cherche. En résumé, il faut savoir que la qualité d'une élection se juge souvent 2 aspects. Le premier, c'est l'efficacité, ça veut dire la façon dont les élections sont gérées. Et le deuxième, c'est lié un petit peu à la crédibilité, à la confiance qu'ont les citoyens sur l'organe de gestion des élections. Maintenant, après avoir parlé un petit peu des contraintes, on va parler du cycle électoral. Quand on parle de cycle électoral, il faut savoir que les élections, il faut une approche. Et l'approche du cycle électoral, ici, c'est comme une roue qui est là. Vous avez par exemple une roue. Et cette roue-là, elle tourne. Et vous savez qu'au niveau des élections, il y a ce qu'on appelle des périodes. Donc, l'élection est divisée en 3 périodes.
ce qu'on appelle la période préélectorale. La période préélectorale, il y a la période électorale et la période post-électorale. Donc, ça tourne. Mais dans cette période électorale, post-électorale, c'est subdivisé en 8 étapes. Vous avez là, c'est subdivisé en 8 étapes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc vous avez la période, 3 périodes, 8 étapes. 3 périodes, ça veut dire la période préélectorale, la période électorale et la période post-électorale. Et la première étape renvoie au cadre juridique. C'est comme quand vous êtes dans une organisation. Avant de faire quoi que ce soit au niveau de l'organisation, vous avez votre cadre juridique, par exemple. Donc, le cadre juridique. La deuxième étape concerne la planification et la mise en œuvre. La planification et la mise en œuvre. Donc, au niveau de la planification, qui planifie les élections? C'est l'organe de gestion des élections. Quand vous prenez un pays comme le Sénégal, la planification revient à 2 organes clés, 2 institutions clés, notamment le ministère de l'Intérieur à travers la Direction générale des élections et la Sénat, la Commission électorale nationale autonome. Étant entendu que le rôle du ministère de l'Intérieur, pour le cas du modèle sénégalais, est d'organiser les élections et le rôle de la Sénat est de superviser les élections. Et là, ce tout va tourner jusqu'à la période des activités post-électorales. 3 périodes, la période préélectorale, électorale, post-électorale. 8 étapes. La première étape, c'est le cadre juridique, le cadre légal. La deuxième étape ici, c'est la planification et la mise en œuvre. La troisième étape, c'est la formation ou éducation. Parfois, on dit formation ou formation, éducation et formation. Formation de qui? Éducation de qui? Par exemple, on sensibilise les électeurs, on informe les électeurs, on forme les observateurs, on forme les membres du bureau de vote, etc., etc. Et la troisième étape, ici, c'est l'inscription des électeurs. Ici. Quand on parle d'inscription des électeurs, donc là, ou l'enregistrement des électeurs, et même il faut intégrer, si dans une élection, parfois les candidats. Donc, la 5e étape, c'est la campagne électorale. Après la campagne électorale, vous avez les actions relatives au déroulement des élections. Ça fait ici, vous avez la campagne. Et les actions relatives aux élections. Ça veut dire quoi? Pour transporter le matériel, donc mettre en place le bureau de vote, toute la logistique. Et là, le jour J des élections, c'est le vote. Le vote, donc, est une opération. Parce que souvent, dans le langage, le lendemain des élections, vous allez voir un journaliste qui vous dira la période post-électorale. Non, ce n'est pas la période, c'est la période post-scrutin. Parce que le vote, c'est le jour J du scrutin. Ici. Et là, à partir de là, vous avez ici, après le vote, ça veut dire que vous avez dépouillement, vérification des résultats. Ça veut dire que tout ce qui est dépouillement, etc. Et après, vous avez en même temps proclamation de résultats, la phase contentieuse, etc. Et là, ça, ici, c'est les activités post-électorales. Comme par exemple, vous allez faire après l'audit, l'évaluation, etc. Donc, des réformes. Quand on parle de cycle électoral, ça tourne. C'est pour ça qu'on parle de cycle électoral. Il y a 3 périodes. Une période préélectorale, une période électorale, une période post-électorale. Et il y a 8 étapes que je viens de mentionner. Le cadre légal, la planification et la mise en œuvre, la formation, l'éducation, l'inscription des électeurs, la campagne électorale, les actions relatives au déroulement des élections, la vérification des résultats et la préélection. Les élections de jour J, c'est le vote, comme je disais. Et le jour J, le lendemain du vote, c'est post-scrutin. Ce n'est pas une période post-électorale. Parce que l'élection va
Donc, jusqu'à la fin des élections, c'est la proclamation définitive des résultats. C'est comme dans un combat. Tant que l'arbitre n'a pas sifflé la fin, donc vous n'avez pas fini. Donc ici, au niveau de la période préélectorale, c'est la préparation. Parce que la préparation va de la définition du cadre légal jusqu'à la fin de l'inscription des électeurs. À partir de la campagne électorale, nous avons la période électorale. D'ailleurs, donc, le collège électoral est convoqué par décret présidentiel. Et durant la période post-électorale, donc, on parle d'audit, d'évaluation, de réforme. Et malheureusement, dans nos jeunes démocraties, très souvent, vous avez par exemple, jusqu'à la période électorale, on parle parfois de réforme. Donc, en résumé ici, dans le cycle électoral, dans le cadre juridique, on parle de constitution, la législation, les lois électorales, le corps électoral, les codes de conduite, etc. Le découpage électoral. Dans la planification, la mise en œuvre, par exemple, l'organe qui gère les élections parle de budgétisation, parle de financement, de calendrier électoral, donc de la logistique, de la sécurité. Et la formation et l'éducation, notamment, il y a la formation opérationnelle, l'éducation civique, l'information des électeurs. Ensuite, dans l'enregistrement des électeurs, il y a l'enregistrement des électeurs, il y a l'accréditation parfois des observateurs, parce qu'il y aura des observateurs, il y a des observateurs nationaux comme les observateurs internationaux, et les partis et les candidats. Durant la campagne électorale, les partis politiques coordonnent leur campagne, essaient d'accéder aux médias, donc, et des codes de conduite et de financement des partis politiques. Et les opérations des élections, ça veut dire le recensement du suffrage, le vote, et il y a, bien entendu, parfois il y a des votes spéciaux, comme le vote à l'étranger, par exemple. Et maintenant, après, il y a la phase de vérification des résultats, notamment la tabulation, le dépouillement, jusqu'à la proclamation définitive des résultats. Mais entre les résultats de vote, la proclamation des résultats provisoires et la proclamation définitive, entre cela, vous avez la phase contentieuse. La phase contentieuse. Donc, pour permettre aussi aux candidats donc, de recourir, donc s'il y a un petit peu un contentieux. Donc, ici, durant la période post-électorale, c'est là où on fait l'audit. Parce que c'est l'argent public que vous avez dépensé. Donc, il faut un petit peu auditer. On puisse évaluer. Parce que les observateurs nationaux comme internationaux ont soumis le rapport. Les superviseurs ont soumis le rapport, les commissions électorales ont soumis le rapport. Donc aussi, c'est là où peut-être il y a des recommandations, sur la base de ces recommandations qu'on peut parler aussi de réforme. Réforme du cadre juridique, réforme électorale dans ce sens-là. Donc, et puis, à partir de là aussi, avoir une mémoire institutionnelle, c'est important.